Nous allons parler aujourd'hui de nutrition et je vous développerai surtout 3 points. Tout d'abord, parler quelques mots de la dénutrition. Dans un deuxième temps, je développerai largement la nutrition parentérale et je terminerai par la nutrition entérale. Tout d'abord, parlons de la dénutrition. C'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Vous le voyez, la moitié des patients hospitalisés. Et évidemment, le fait d'être hospitalisé en général aggrave la dénutrition que le patient peut présenter déjà à l'entrée. Cela est étroitement lié à la pathologie sous-jacente du patient, bien entendu. Je vous représente ici les principales pathologies et la fréquence de la dénutrition observée. Au cours des pathologies néoplasiques, vous voyez que c'est les 3/4 des patients. Dans l'insuffisance rénale chronique, il y a également beaucoup de patients qui présentent une dénutrition. Et il faut savoir aussi qu'on observe dans l'insuffisance respiratoire chronique évoluée et bien sûr dans les hépatopathies évoluées, en particulier dans la cirrhose. Comment ça peut être détecté une dénutrition? Tout d'abord des choses simples. On regarde si le patient a perdu plus de 10% de son poids durant le dernier mois. Deuxièmement, on calcule son BMI ou l'index ou l'IMC et on peut calculer le BMI à partir du poids et de sa taille, d'accord, ce qui permet déjà de donner une bonne orientation. Et on parle de dénutrition lorsque le BMI est inférieur à 18,5. Ce qui va être important aussi, c'est d'évaluer la gravité de cette dénutrition. C'est pas du tout la même chose de voir quelqu'un qui a perdu 15% de sa masse corporelle en 3 semaines ou 15 jours, ou quelqu'un qui a perdu 15% de sa masse corporelle en un an, par exemple. Donc, premier élément, donc la vitesse d'installation. Deuxièmement, l'importance de la perte de poids. Donc, est-ce qu'elle est supérieure à 10% ou est-ce qu'elle est encore plus sévère? Et on voit qu'une perte aiguë de 25% du poids ou chronique de la moitié de son poids met en jeu le pronostic vital du patient. Il existe aussi des paramètres biologiques qui sont multiples. Je ne vous les développerai pas tous. Je vous parlerai simplement du PINI, qui est un des index qui peuvent être utilisés pour évaluer la gravité d'une dénutrition. Le PINI permet, à partir du dosage sanguin de l'urosomucoïde, de la CRP, de l'albumine et de la transthyréine, de classer le patient avec des gravités suivant le résultat obtenu. Vous voyez. Donc on parle de risque faible, de risque moyen, élevé, voire de situations où le pronostic vital est engagé si on n'arrive pas à résoudre le problème. Revenons donc maintenant, après avoir dit quelques mots sur la dénutrition, au problème de la nutrition qu'on doit utiliser et mettre en place. Pour cela, je commence par d'abord vous parler de quelques rappels et vous parler des besoins nutritionnels de base, c'est-à-dire le sujet de poids standard qui a une activité standard. Dans ce cas-là, ces besoins, on les estime autour de 30 kcal par kilo de poids et par jour. Il y a besoin de protéines d'environ 1 g par kilo et par jour. On a besoin d'un minimum de glucides d'environ 200 g par jour et bien sûr des besoins en eau. Donc la nutrition du sujet qui a une activité, je dis physique standard, qui a une taille standard et un poids standard.
Cependant, ces besoins peuvent être complètement modifiés dans certaines situations spécifiques que l'on rencontre dans notre activité. Par exemple, le simple fait d'être en post-opérateur d'une intervention qui n'est pas hyper agressive, qui s'est bien passée, déjà on voit que ce besoin de base dont je parlais précédemment est multiplié par 1,1. En cas de traumatisme grave, ça peut être multiplié par 1,3. Donc si on a besoin par exemple de 2000 calories en besoin de base, et ben on doit ajouter 30% en plus, c'est-à-dire 2600 calories par exemple pour un traumatisme grave. Dans les infections graves, on voit que ça monte encore un peu plus. Et bien sûr, les deux situations les plus qui nécessitent le plus de calories à moyen long terme, c'est les brûlures étendues et les pancréatites. Vous voyez qu'on peut presque doubler les besoins de base. On reviendra tout à l'heure sur le fait du moment à apporter ces supports énergétiques. En réanimation, ça a été aussi calculé, savoir quel était le besoin en réanimation. Un choc septique, par exemple, c'est de 10 à 20 kilocalories par jour. Dès qu'on est en face d'un CIRS, un syndrome inflammatoire systémique, vous voyez qu'on est déjà autour de 25 à 35. Mais cependant, à la phase initiale d'un choc septique, après la phase initiale d'un choc septique, suit une phase de récupération si le patient évolue bien. Et durant cette phase de récupération, on voit que les besoins sont très augmentés. Donc si on prend l'exemple du choc septique, on voit que durant la période de choc elle-même, il n'y a pas besoin de quantité énorme de substrat énergétique, mais donc le patient forcément va perdre du poids, mais de manière secondaire à la phase de récupération, il aura des besoins importants. Vous voyez que ce que je vous disais, donc à la phase initiale d'une agression, c'est autour de 20 à 30 calories, c'est déjà beaucoup à mon avis même, et à la phase de récupération, les besoins augmentent. On verra qu'on ne peut pas apporter ces calories à la phase initiale, par exemple d'un état de choc, il va falloir patienter que le patient soit sorti de la phase suraiguë initiale. Abordons maintenant la mise en œuvre de la nutrition. Et on va essayer de répondre à deux questions. Pour qui et comment? Je vais vous mettre dans des situations que l'on rencontre de manière habituelle. Par exemple, en post-opératoire. En post-opératoire, on va utiliser la nutrition entérale chaque fois que ce sera possible, et dès que ce sera possible. Par contre, on sera un peu plus prudent sur l'utilisation de la nutrition par voie parentérale. Je vous donne par exemple les exemples de la nutrition parentérale en réanimation. Durant les 3 premiers jours à la phase aiguë du séjour en réanimation, donc à son moment, quand il est vraiment très aigu le patient, qu'on soit dénutri ou pas dénutri, il n'est pas opportun d'apporter des calories hormis le minimum de glucose nécessaire au fonctionnement des fonctions vitales. Tandis qu'à la phase secondaire, on pourra installer en priorité de la nutrition entérale dès qu'on peut l'instituer, même si ce n'est pas en quantité très importante, ne serait-ce que 500 ou 1000 calories, on y reparlera tout à l'heure. Et si on n'y arrive pas, si ce n'est pas possible dans le contexte, dans ce cas-là, surtout chez les patients dénutris, eh ben, on commencera un petit peu d'apport de nutrition par voie parentérale. Vous voyez qu'on ne fera pas du parentéral, en gros, la première semaine si le patient n'est pas dénutri. Par contre, à partir après le 8e jour, si le patient est dans une évolution qui donne satisfaction, on continuera
on mettra en œuvre une alimentation pour les besoins énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on apporte par voie parentérale? Eh bien, on apporte des macronutriments, c'est-à-dire des glucides, des lipides, des protides. On apporte des micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est électrolytes, oligo-éléments et vitamines. Et bien sûr, tout ça avec de l'eau, bien entendu, pour faire une voie parentérale. Revenons sur les glucides. Les glucides, c'est la principale source d'énergie pour les métabolismes cellulaires, en particulier neurologiques, pour le cerveau, les hématies, le fonctionnement rénal. On ne peut pas se passer d'un apport de glucose. Et 1 gramme de glucose, vous le savez, apporte 4 kilocalories. On utilise pour une nutrition parentérale des solutions du glucose à 20, 15, 20, 30, voire exceptionnellement 50%, si on est gêné par l'apport hydrique. Mais voyez qu'on va utiliser des solutions qui sont hyperosmolaires. Les lipides, c'est la deuxième source d'apport énergétique, de substrat énergétique. C'est intéressant puisque 1 gramme de lipides apporte 9 kilocalories. Et c'est absolument indispensable pour la structure des membranes cellulaires, pour les lipoprotéines, et c'est apporté essentiellement sous forme de triglycérides qui sont émulsifiés dans des phospholipides. Les premiers ont été les triglycérides à chaîne longue, les TCL, puis dans le commerce sont apparus secondairement des TCM qui ont des propriétés qui perturbent moins la réponse inflammatoire qu'on rencontre chez les patients agressés. Alors, je ne vais pas vous parler en détail de la composition, etc. Vous savez qu'il y a des acides gras saturés, il y a des polyinsaturés, d'accord, et il y a des substrats qui sont riches en oméga 3, comme vous le savez, vous en entendez parler régulièrement. Alors, les émulsions lipidiques, je vous donne quelques noms que vous connaissez. Les premiers qui sont apparus sont des TCL qui ont été développés à partir du soja, c'est les plus anciennes. C'était les premières qui ont été utilisées, qui étaient commercialisées et qui avaient comme intérêt d'être les premières à présenter un état stable en solution. Puis secondairement sont apparus d'autres produits, genre le mégalipide, et plus récemment des substrats tirés par exemple des huiles de poisson comme l'oméga V, qui ont la particularité d'être riches en oméga 3, ou des structurolipides ou d'autres solutés de ce type. Alors, les derniers qui sont sortis ont comme seul intérêt potentiel de moins interagir avec le système immunitaire, de proposer moins de problèmes hépatiques potentiels et surtout de moins interférer avec les phénomènes inflammatoires. C'est par exemple des huiles d'olive qui ont été mélangées avec des TCL, des triglycérides à chaîne longue, et qui ont été donc émulsifiés pour être stables dans des solutions de perfusion. Alors, les protides sont apportés aux patients sous forme d'assemblage d'acides aminés. Vous savez qu'on a des acides aminés qu'on appelle essentiels dont l'organisme ne peut pas se passer, et d'autres acides aminés qui ne sont dits non essentiels. Mais l'avantage des acides aminés, c'est que c'est une source d'azote qui est indispensable pour former les structures de l'organisme, le collagène, etc., qui est indispensable
à la formation d'albumine, d'hémoglobine, d'hormones, d'anticorps, etc. Donc on ne peut pas, absolument pas se passer de protides qui sont d'apports azotés et donc de ces 8 acides aminés essentiels. Là aussi, il existe de nombreuses présentations commerciales, des produits qui sont dits normoconcentrés, tels que l'ancêtre qui était la totamine, la nutrilamine ou la vamine, et des produits qui sont hyper concentrés, d'accord, du style hyperamine 25, 20, 25, 30, par exemple. Tout ça, ça correspond à la quantité en fait d'azote en grammes par litre, par exemple. Là, c'est 20 grammes par litre pour les pyrènes. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les protides doivent être apportés, on en a parlé, à 1 gramme de protides par kilo et par jour. Ça correspond à des besoins azotés autour de 0,3 g d'azote par kilo et par jour. D'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour être assimilé, cet azote doit toujours être couplé avec un apport calorique non azoté. Hein, et il faut respecter cette règle, puisque en général, il faut 150 kilocalories non azotées, c'est-à-dire sous forme de glucides et de lipides, pour pouvoir utiliser, et de manière convenable, 1 gramme d'azote. Donc si on apporte 1500 calories sous forme de glucosés et de lipides, eh ben, on ne pourra raisonnablement perfuser plus de 10 grammes d'azote. Tout dépend un petit peu des circonstances. Ce rapport peut varier un peu. Plus on est agressé, en phase d'agression, plus le rapport calorico-azoté doit être élevé et s'approcher de 200. Moins on est en phase agressive, on peut diminuer ce rapport et se rapprocher de 100 kilocalories par gramme d'azote. Alors ça, c'est les besoins en eau, on s'adapte au bilan entrée-sortie. Les bilans en électrolytes, ben ça, je vous apprends rien, je n'ai pas détaillé. La seule chose que je dois vous signaler, c'est qu'il faut faire attention dans les poches, que ça ne déstabilise pas les émulsions lipidiques, qu'on n'entraîne pas des phénomènes de précipitation anormaux. Et d'ailleurs, par exemple, si on fait des poches sur mesure, comme c'est par exemple fait au CHR en collaboration avec le laboratoire Foisonut, un des rôles essentiels des pharmaciens qui vont préparer ces poches est de vérifier que ce qui a été mis dans la poche n'entraîne pas de déstabilisation des émulsions lipidiques. Alors, ces électrolytes sont apportés soit sous forme de standard ou de ce qu'on veut, soit sous forme séparée, ça n'a pas d'importance. D'accord. Et bien sûr, on n'oubliera pas tout ce qui est oligoéléments, vitamines, qu'elles soient hydrosolubles ou liposolubles. Ça doit faire absolument l'objet d'un apport important. Et il existe de nombreuses présentations qui associent ces différents micronutriments. Vous voyez le Décran, etc., tous des produits que vous connaissez. Idem pour les vitamines, tout le monde connaît le Cernivite, etc., et tous ces produits qui sont utilisés pour apporter aux patients suffisamment de vitamines dans cette situation de nutrition parentérale. Alors, les produits peuvent être préparés déjà avant au laboratoire, et il existe des mélanges qu'on appelle binaires, c'est-à-dire qu'il y a des poches qui associent des glucides et des acides aminés. Il existe aussi des mélanges ternaires qui associent glucides, acides aminés et lipides. Je vous donne quelques noms ici, par exemple de ces poches, le Clinimix ou le Cabiven ou le Nutriflex et le Smooth Cabiven que vous connaissez, qui sont utilisés au CHR. Donc vous voyez, soit des mélanges binaires qui ne comportent pas de lipides, les lipides doivent faire l'objet d'un apport séparé, ou des mélanges ternaires.
Alors, il existe des mélanges ternaires qui peuvent être utilisés sur des voies veineuses périphériques et d'autres qui ne peuvent pas, certains qui sont avec et d'autres qui sont sans. Tout dépend du marché qui a été passé entre la pharmacie et les différents fournisseurs. Alors, je passe assez rapidement sur les micronutriments. Il y a des recommandations pour le cernivite, etc., etc. Idem pour le zinc, sélénium. En particulier, c'est important, sachez les brûler les sujets qui ont des pathologies cutanées, bien entendu. Alors, sont apparus également sur le marché ce qu'on appelle des immunonutriments, des substrats qui sont censés améliorer soit l'immunocompétence, c'est le cas de la glutamine qui est commercialisée par exemple sous le nom de dipeptivène, soit des oméga 3, par exemple sous le nom d'oméga-vène. Alors, ces produits, par exemple pour la glutamine, ont comme intérêt potentiel de maintenir la trophicité intestinale, d'améliorer l'immunocompétence. Les oméga 3 pourraient moins provoquer de réactions inflammatoires, voire même de diminuer la réponse inflammatoire de l'organisme. Ceci reste, bien entendu, l'objet d'un point d'interrogation que j'ai mis, puisque l'intérêt réel reste vraiment toujours l'objet de discussions vives entre experts. Alors, une question se pose, c'est quelle voie utiliser pour la nutrition parentérale? Excusez-moi. Oui, tout d'abord, la nutrition périphérique. La nutrition périphérique, c'est-à-dire que si on utilise un apport d'acides aminés, du glucosé, etc., ça doit être réservé dans certaines circonstances. En effet, on doit faire une nutrition parentérale périphérique que si on est dans une situation où on a un besoin de courte durée. J'appelle courte durée, c'est-à-dire moins de 10 jours. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être hypercalorique. En tout cas, on ne peut pas, sur une voie veineuse périphérique, raisonnablement apporter beaucoup de calories. Et donc, c'est surtout dans le cadre d'une nutrition que je qualifierais de complément et transitoire. Il faut surtout faire attention dans cette situation à l'osmolarité de ce qu'on utilise. En effet, n'oublions pas qu'on peut utiliser des acides aminés. Or, autant les protides sont, vous savez que les protides, c'est un assemblage d'acides aminés, et dès qu'on découpe ces protéines en petits acides aminés, on augmente très fortement l'osmolarité de la solution. Et donc il faut faire attention que les solutés ne soient pas hyperosmolaires. Je vous rappelle tout simplement que par exemple, pour scléroser une veine, il suffit d'injecter du glucosé hypertonique dans la veine et ça va progressivement provoquer une réaction inflammatoire et une sclérose de la veine. Vous voyez. Donc ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Donc attention à l'osmolarité. Donc il me paraît par exemple difficile pour le glucosé de dépasser du 10% sur une voie veineuse périphérique. C'est même pas indiqué du tout. Et puis il faut bien sûr savoir si le patient il a un bon capital veineux, parce que en général vous savez bien que ces patients ils gardent rarement leur voie pendant très longtemps. Donc on est obligé en général de changer de voie d'abord. Alors, la nutrition parentérale se fait aussi sur les voies centrales. C'est une situation qui est utilisée chaque fois qu'on a une nutrition on sent qu'elle sera prolongée et sera donc besoin de beaucoup d'apports énergétiques à un moyen ou long terme. La voie la plus recommandée, c'est la veine sous-clavière,
plutôt que la jugulaire pour des raisons d'asepsie, de facilité de faire le pansement de manière plus propre. On utilise dans cette situation des cathéters, si on voit que ça dure, qui sont soit en polyuréthane pour le standard, soit éventuellement silicodés si on est pour du long terme, voire même on utilise des cathéters tunnelisés, ou si on est en intermittent, on peut même utiliser des chambres implantables. Attention à bien contrôler la position. On essaie de garder cette voie centrale avec une voie exclusivement réservée à la nutrition. Et puis bien sûr, chaque service a son propre protocole qu'il a adapté en fonction des circonstances. Alors, il existe deux façons de faire de la nutrition parentérale sur voie centrale. Soit c'est de la nutrition cyclique qui se fait en 8 à 12 heures la nuit. Ça se fait par exemple dans le service nutrition chez le patient qui est stable en ambulatoire ou en complément d'une voie orale. Attention parce que là, l'apport est réparti sur une courte durée. Donc attention, c'est que le patient ne soit pas en insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale. Et attention, bien sûr, dans cette situation, à la glycémie. Parce que plus l'apport, par exemple, glycémique est réduit sur une courte durée d'administration, plus la variation de glycémie est importante, bien entendu. Avec un risque en particulier d'hypo à l'arrêt de la perfusion. Soit elle est faite en continu 24 heures sur 24, et là c'est plutôt des patients de réa, etc. Et on verra que dans ces conditions-là, en général, il y a aussi intérêt aussi à mettre de l'insuline protocolisée. Alors, quelle surveillance pour un patient qui est en nutrition parentérale, en particulier exclusive? Tout d'abord, on va bien sûr évaluer l'efficacité nutritionnelle. Ça commence tout simplement par le poids, mais aussi par le dosage sanguin de l'albumine et surtout de la préalbumine qui a l'avantage d'être plus sensible sur l'évolution. On apprécie toujours bien sûr la tolérance clinique de cette nutrition, bien entendu, avec une attention particulière sur la surveillance de la voie d'abord, vous vous en doutez. La tolérance biologique sera également contrôlée et ça dépend un petit peu beaucoup des circonstances. Si on est en réanimation, c'est un patient qui a une nutrition chronique au long cours, à domicile par exemple. Tout ça c'est adapté pour surveiller un petit peu les paramètres biologiques nutritionnels et de tolérance. Alors, on va essayer bien sûr de prévenir les complications liées au cathéter qui n'ont rien de spécifique dans cette circonstance au cathéter central, mais aussi qui peuvent être liées à la nutrition. La nutrition peut en donner des désordres métaboliques, des désordres hépatobiliaires et autres. Je vais dire quelques mots. Tout d'abord, donc tout ça, ça doit nécessiter bien sûr une réévaluation quotidienne de la situation ou de manière plus éloignée si on est en nutrition continue, bien entendu. Alors, les complications métaboliques, une des plus fréquentes est l'hyperglycémie, ou comme je vous ai expliqué, l'hypoglycémie, qui suit l'arrêt de l'apport glucidique en particulier. La deuxième complication est l'hypertriglycéridémie. Les triglycérides qu'on injecte sont quelquefois mal métabolisés chez certains patients et donc il faut surveiller bien sûr le taux des triglycérides et bien sûr cette nutrition peut entraîner des désordres électrolytiques ou des désordres vitaminiques, une hyperhydratation bien entendu, mais aussi on peut observer ce qu'on appelle un syndrome de renutrition.
Ça, je vais peut-être vous en dire quelques mots sur le syndrome de rénutrition. Mais on va commencer par l'hyperglycémie qui est la plus fréquente. Si on ne fait pas gaffe à cette hyperglycémie, cela peut, du fait de la diurèse osmotique, entraîner une déshydratation. Et il faut savoir que l'hyperglycémie, ça entraîne une stéatose hépatique. N'oublions pas que pour gaver les canards, pour Noël, pour avoir du foie gras, on leur donne beaucoup de glucides. Comme ça permet d'avoir du foie gras pour Noël. L'hyperglycémie peut mal évoluer si on ne la surveille pas. Elle peut évoluer vers un coma hyperosmolaire. Et l'apport glycidique excessif peut déséquilibrer une pathologie respiratoire et il peut aussi altérer l'immunité. L'hyperglycémie, c'est connu. Elle altère l'immunité et elle favorise l'infection. C'est pour ça que dans les protocoles, vous verrez qu'on contrôle très très bien la glycémie, en particulier en réanimation. Il y a eu des études en effet qui ont montré que le contrôle strict de la glycémie en réanimation permettait, par rapport à un traitement conventionnel, d'améliorer, de réduire la mortalité des patients. Et pour cela, bien entendu, on utilise donc des apports glucidiques adaptés à la situation, d'une part, et d'autre part, on apporte de l'insuline de manière protocolisée et extrêmement stricte. Deuxième type de complications, c'est les complications hépatobiliaires. Et en nutrition parentale exclusive, c'est très connu des nutritionnistes. Et ça touche presque la moitié des patients qui peuvent présenter soit des stéatoses, soit des ictères ou d'autres complications. On sait que c'est favorisé par un apport calorique excessif inadapté. C'est surtout le fait des apports glucidiques, je vous l'ai dit. Et c'est surtout observé quand il n'y a pas du tout d'alimentation orale ou entérale, c'est-à-dire lorsque le tube digestif n'est pas du tout utilisé ou utilisable, bien entendu. Et certaines pathologies du grêle aussi favorisent ces complications hépatobiliaires. Alors, la stéatose hépatique, elle, en général, s'installe quelquefois relativement vite, d'accord, et il faut la détecter parce que elle est réversible. Elle est réversible si on adapte la nutrition, qu'on fait attention à éviter les apports hypercaloriques, hyperglucidiques, etc., qu'on fait attention, on peut éviter cette stéatose hépatique et son apparition. L'ictère, il s'installe en général très très progressivement, tout d'abord par une ascension des phosphatases alcalines, puis des gamma-GT, puis finalement une cytolyse à un ictère. C'est surtout là aussi lorsqu'il n'y a pas d'alimentation orale et surtout dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu'il y a une exclusion colique, etc. Donc là, certains auteurs favorisent l'utilisation et préconisent plus d'utiliser des TCM pour essayer de limiter l'apparition de la cholestase. Les complications biliaires, elles sont soit asymptomatiques, soit un petit peu plus bruyantes. Tout d'abord, la première manifestation, c'est le sludge. Le sludge, c'est-à-dire des dépôts qui sont dans la vésicule biliaire, qui sont visibles en échographie, mais qui n'ont pas de traduction clinique, symptomatique clinique. C'est presque constant, vous voyez, c'est constant à partir de 7 semaines de nutrition parentérale, et ça disparaît en général à l'intérêt de la nutrition parentérale, et surtout à la reprise, si elle est possible, d'une nutrition entérale. Parfois, ça peut évoluer vers la lithiase.
l'ichthyase, bien sûr, qui peut devenir symptomatique. Et c'est pour ça que dans certaines circonstances, les chirurgiens font facilement des cholécystectomies s'ils se doutent qu'on va avoir affaire à une nutrition parentérale de très longue durée. Donc je renforce le clou. Attention aux excès caloriques, en particulier glucidiques. Intérêt, bien sûr, de faire une alimentation orale dès que possible pour limiter la survenue de complications liées à l'alimentation orale. Et puis, éventuellement, s'il y aurait des facteurs de risque qui peuvent faire l'objet d'un traitement, ça, c'est plutôt les nutritionnistes qui sont les mieux placés pour préconiser ce genre de traitement. Un petit mot du syndrome de renutrition. J'aime bien ce petit récit d'Émile Zola qui dit simplement que ce samedi-là, d'ailleurs, la disette cessa, la nuit tomba, et les gens mangèrent, et beaucoup en crevèrent. Voilà ce qui se passe lorsque l'on renourrit brutalement un patient qui est dénutri grave. On provoque un syndrome de renutrition. Si chez un patient dénutri grave, on apporte brutalement une grosse quantité de substrat énergétique, on va provoquer un déséquilibre intérieur. Les premiers signes en général, c'est une hypophosphorémie, une hypokaliémie, une hypomagnésémie du point de vue biologique, signe biologique précoce. Mais si on ne fait pas très attention, ça peut évoluer vers une défaillance multiviscérale qui peut être fatale dans cette circonstance. Donc attention, plus le patient a une nutrition sévère, plus il faut augmenter progressivement les apports. Donc la nutrition parentérale doit être validée, il faut être sûr qu'elle soit nécessaire, il faut bien faire attention aux besoins, il faut choisir la bonne voie, donc choisir les solutés et puis bien sûr faire en sorte qu'on la surveille le mieux possible pour éviter le maximum de complications. Donc le principe essentiel, c'est donc ni trop ni trop peu, d'accord. La nutrition entérale précoce, oui. Parentérale, c'est plus discutable. Voilà, je serai plus rapide en ce qui concerne la nutrition entérale. L'avantage de la nutrition entérale, c'est que on apporte les aliments directement, les nutriments directement au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin, le plus souvent à partir d'une sonde. L'avantage, c'est que c'est plus physiologique, que ça entretient les fonctions digestives, ça donne moins de complications et un seul type de solution permet d'apporter à la fois des macros, des micronutriments, bien entendu. Cependant, cette nutrition entérale, vous le savez, comprend des contre-indications formelles, c'est-à-dire l'iléus gastrique, bien sûr l'ischémie digestive, l'occlusion, la fistule digestive, et j'en passe. Donc cette nutrition entérale, elle peut être soit le complément d'une alimentation orale qui serait insuffisante, et dans ce cas-là, elle peut compléter une alimentation orale insuffisante, soit elle peut être faite comme alternative, et on préférera toujours celle-ci si c'est possible, à une nutrition parentérale. La parentérale, la nutrition parentérale, ne vit que des contre-indications de la nutrition entérale.
Le plus souvent, on utilise des solutions qu'on appelle standards, c'est-à-dire des solutions qui sont dites polymériques, c'est-à-dire des nutriments sur leur forme native. On utilise des mélanges qui contiennent des glucides, des lipides, des protéines. Les protéines ne seront pas dégradées comme en nutrition parentérale, donc on apporte vraiment des mélanges sous leur forme native. Généralement, ces solutions sont isocaloriques, 10 calories par ml. Elles sont le plus souvent enrichies en fibres qui permettent d'entretenir la flore intestinale et qui permet aussi de protéger la flore digestive. Et usuellement, on sont pauvres en lactose parce qu'on sait que le lactose est mal toléré chez certains patients et dans certaines situations. On est parfois amené à utiliser des solutions un peu particulières de nutrition entérale spécifiques, en particulier des solutions semi-élémentaires. Les solutions semi-élémentaires, dans ce cas-là, les protéines sont partiellement hydrolysées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à l'état natif, mais elles sont sous forme de petits peptides. D'accord ? Ils ont comme avantage d'être peut-être un peu mieux assimilés, mais comme inconvénient d'augmenter l'osmolalité du mélange. Donc ça peut être utilisé dans certaines situations particulières, mais il faut bien voir l'intérêt réel que cela apporte. On peut utiliser aussi des solutions qui sont dépourvues en fibres. Dans certains cas, on est obligé de faire un régime sans résidus strict. D'accord ? Et attention aux solutions hyperosmolaires qui peuvent augmenter, accélérer le transit. Et dans d'autres cas, on peut recourir au début à des solutions hypoosmolaires ou hypocaloriques si ça a un intérêt pour un groupe relativement réduit de patients. Faites très attention à l'adjonction de médicaments, même en nutrition entérale, puisque ces médicaments qui peuvent être utilisés par voie entérale en même temps qu'une nutrition entérale peuvent modifier pas mal de choses au niveau du tube digestif et surtout, il faut faire très attention car il y a un risque d'obstruction de sonde. Les sondes par exemple de jéjunostomie sont quelquefois extrêmement précieuses et il est donc très important de faire attention à ce qu'on choisit comme médicament à mettre dans une sonde de jéjunostomie si on veut éviter qu'elle se bouche et surtout faire très attention à la perméabilité de ces sondes, par exemple de jéjunostomie, en vérifiant la perméabilité régulièrement et en faisant attention à bien les rincer lorsqu'on arrête la nutrition entérale. Deux types de complications, la diarrhée ou les nausées, vomissements. Ça peut être la diarrhée, par exemple, à l'administration trop rapide. Ça peut être aussi à solution de nutrition entérale qui serait, par exemple, on n'aurait pas fait très attention à son caractère hyperosmolaire. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être, par exemple, la pullulation microbienne ou des choses de ce type-là. Donc attention quand il y a une nausée, vomissement, ce n'est pas tout simplement toujours un débit trop rapide. Attention que la sonde n'est pas migrée. C'est une des causes de nausée, de vomissement, voire même d'inhalation qu'on peut observer dans certaines nutritions entérales. Cette inhalation peut survenir si la sonde se déplace ou si, pour une raison ou une autre, le patient, par exemple, a une mauvaise vidange gastrique, d'accord ? Et pour éviter que la sonde se déplace, de même que l'on vérifie la perméabilité régulièrement de la sonde, on vérifie toujours la fixation de la sonde. En particulier, je le répète, les sondes gastriques ou nasogénales hyper précieuses, des sondes de jéjunostomie. Vérifions régulièrement la fixation, en particulier chaque fois qu'on fait le pansement.
Vous connaissez déjà les produits, puisque vous avez déjà probablement utilisé tout ce qui est Sondalis, Nutrisson, qui sont des mélanges polymériques ternaires standards, c'est-à-dire les plus utilisés. Par exemple, 500 ml apporte 500 calories avec ce qu'il faut comme glucides, lipides, protides et qui sont équilibrés de ce côté-là, et ça contient les vitamines et les oligo-éléments indispensables. Dans certaines circonstances, donc on pourra utiliser des sondes, des solutés hyperprotéinés, des HP, avec fibres, ou plus rarement des semi-élémentaires, comme je vous en ai parlé précédemment. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous souhaite, écoutez, de revoir ce cours et je vous souhaite bon appétit pour bien digérer ce cours. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.